Chapitre 2. Part. Difficile de trouver le sommeil cette nuit-là. Cette sensation de malaise ne me quitte pas. Je repasse en boucle les informations de la journée, encore et encore, comme un disque rayé. J'ai l'impression d'avoir une donnée manquante, une pièce du puzzle qui m'échappe, mais qui pousse pourtant mon corps à réagir. Impossible de rester immobile. Mes jambes bougent toutes seules, mes mains cherchent quelque chose à faire. À 3 heures du matin, je capitule, je me lève, à pas feutrés, et vais chercher un petit comprimé pour m'aider à dormir. Un geste mécanique. Je me recouche et fixe le plafond pendant quelques secondes. Puis ferme les yeux. J'essaye de faire le vide, de me raccrocher à quelque chose de simple. Inspire, expire. Inspire, expire. Je cours. Je suis pieds nus, le sol est dur, irrégulier, et mes pieds sont entaillés. Chaque pas brûle. Je suis dans une forêt sombre, étouffante. Les branches me griffent la peau. L'air est lourd. Je cours. Je fuis. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas qui. Maman! Lucas! Je m'arrête net, le souffle coupé. Mon cœur cogne contre mes côtes. Je me tourne vers la voie et je le vois. Plus loin entre les arbres. Il me cherche. Puis 2 silhouettes émergent du bois, des hommes. Ils l'attrapent, chacun par un bras. Lucas se débat, ses pieds quittent presque le sol tandis qu'il le tire hors de la forêt. Je cours vers lui, je hurle, mais je n'avance pas. Mes jambes moulinent dans le vide, je cours sur place. L'air devient épais, poisseux. Un bruit sourd résonne, profond, et soudain mon corps se soulève. Mes pieds quittent le sol. Je suis aspirée vers le ciel à une vitesse folle. Mes bras se tendent vers la forêt qui s'éloigne, mes cris se perdent dans le vent. La peur me serre la poitrine, brutale, animale. L'angoisse pour Lucas me déchire. Une voix hurle contre mon oreille droite, impérieuse, vibrante. Pars. Pars. Je me réveille en sursaut. Mon cœur bat à tout rompre. Ma poitrine se soulève trop vite. J'ai encore l'impression de sentir le souffle de la voix contre ma peau. Pars. Je passe une main tremblante sur mon visage. D'habitude, mes rêves se dissipent très rapidement, mais celui-ci s'accroche, il colle. Je jette un coup d'œil à mon téléphone, 5h30. J'ai dormi un peu. Pas assez, mais un peu quand même. Je me lève et vais dans la chambre de mon fils. J'ouvre légèrement la porte pour l'observer, vérifier qu'il est bien là. J'arrive à voir sa silhouette dans la pénombre. Lucas dort profondément, lové sous sa couette à l'effigie de son personnage préféré. Il est si paisible. Le simple fait de le regarder apaise légèrement le nœud dans mon ventre. Je referme la porte doucement et me dirige vers la cuisine. Je me prépare un thé au miel. J'ai besoin de douceur, de quelque chose de chaud pour m'apaiser. Tasse en main, plaid sur les épaules, je m'installe sur mon petit balcon. C'est mon trésor. Cet espace qui me réjouit tellement après des années dans des logements sombres. Respirer l'air frais du matin, observer le ciel au lever du jour et les étoiles, c'est un luxe simple, mais qui fait du bien. L'odeur fruitée du thé se mêle à l'air frais. Pendant quelques secondes, presque, je me détends. Presque. Un bruit de moteur attire mon attention. Un véhicule passe dans la rue, lent, massif. Puis un deuxième, puis un troisième. Des silhouettes lourdes, anguleuses, reconnaissables même dans la pénombre. Des véhicules militaires. Derrière eux, 2 voitures de police. Pas de sirène. Juste les phares, comme s'ils cherchaient à se faire discrets. Mon estomac se noue. Dans cette direction, c'est le centre-ville de Vouvray. Pour Tours ou la base militaire, il faudrait prendre l'autre côté. Alors pourquoi ici ? Ces véhicules sont beaucoup trop imposants pour une commune de cette taille. Mon esprit s'emballe, enchaîne les hypothèses sans en valider aucune. Je rentre à l'intérieur,
referme la porte-fenêtre et commence à faire les 100 pas. Mon corps bourdonne, chargé d'électricité. Une envie irrépressible de courir, de partir. Pars. La voix résonne de nouveau en moi, nette, autoritaire. Un frisson me traverse. Je fonce dans ma chambre et m'habille sans réfléchir. Pantalon de randonnée, t-shirt, pull. Il fait encore frais. Dans l'entrée, j'attrape les 2 sacs d'évacuation d'urgence que je prépare depuis que Lucas est tout petit. Je les mets régulièrement à jour. Je suis la reine des au cas où. Quand on est seul avec un enfant, l'anticipation devient une seconde nature. Vérification rapide. Papier, espèces, batterie externe, téléphone, nourriture, traitement de l'eau. De quoi s'éclairer, se soigner, des vêtements de rechange, produits de toilette, etc. Tout y est. Seulement 24 heures de nourriture, mais le sac de 72 heures est dans la voiture, avec les packs d'eau. Oui, je suis une folle, je n'en sais jamais, et Léa me traite d'effondriste. Non, je suis juste prévoyante. Les sacs prêts, je me tourne vers le couloir, vers la porte de la chambre de Lucas. Je dois le réveiller, le laisser dormir encore un peu. Ma réaction est peut-être excessive, irrationnelle. Je devrais m'asseoir, respirer, réfléchir. Mais mon corps décide à ma place. Une impulsion brutale me projette presque en avant, comme si quelque chose me poussait dans le dos. C'est déroutant et effrayant. Et pourtant, une énergie brûlante envahit mes muscles. Je continue d'avancer. J'entre dans la chambre de Lucas. Je m'assois sur son lit à côté de lui. La lumière du couloir glisse faiblement sur les murs de sa chambre et y dessine des ombres douces. Je passe mes doigts dans ses cheveux lentement. Une vague d'amour me traverse, chaude, presque douloureuse. Pendant quelques secondes, elle repousse le nuage d'angoisse. Il gigote, grogne doucement sous mes papouilles. « Mon amour, réveille-toi, mon ange », murmurai-je. « Maman, il est trop tôt », marmonne-t-il sans ouvrir les yeux. « Je veux rester au lit, j'ai pas envie d'aller à l'école. » Ça tombe bien, on va pas à l'école aujourd'hui. Il se redresse d'un bond, les yeux soudain grands ouverts, un sourire immense sur le visage. « Ah oui, c'est vrai? Yes !» Sa joie m'apaise, comme si on venait d'ouvrir une fenêtre en plein cœur de ma poitrine. « On va où alors ?» demande-t-il, redevenu sérieux en une fraction de seconde. Bonne question. Je sais qu'on doit partir. Chaque fibre de mon corps le sait, mais partir où? Et surtout, pourquoi? Je n'ai pas le droit de lui dire que j'en sais rien, que c'est une sensation, une urgence sans mots, ça l'inquiéterait. Et soudain, l'image de la maison de Léa s'impose à moi. Sa maison isolée, les champs à perte de vue, le silence, les chemins de terre, la forêt, loin de la ville, loin de tout. Plus facile pour fuir, se cacher, se débrouiller. Je serre les dents. Se cacher, sérieusement? Bordel, j'espère vraiment être en train de m'angoisser pour rien. Maman, insiste-t-il. On va où? Pardon, chérie. On va chez Tata Léa. Ah, super! Son visage s'éclaire. Mais je prends ma console. D'accord, mon amour. Je me lève, allume la lumière et ouvre sa commode. Je lui choisis des vêtements confortables et chauds. Mes gestes sont rapides, précis. Lui, il file dans la salle de bain. Je prends un sac en plus pour sa console, puis presque mécaniquement, j'attrape son éléphant en peluche, celui qu'il a depuis tout petit. Celui que j'ai déjà dû rembourrer 2 fois parce qu'il refusait de s'en séparer. Je m'apprête à sortir de la chambre et je m'arrête. Je me retourne. Le lit défait, les jouets éparpillés, les posters de monstres au mur sortis tout droit de ses jeux. Une certitude brutale me serre la poitrine. J'ai l'impression que c'est la dernière fois que je vois cette chambre. L'air me manque, mes yeux me brûlent. Sur la commode, un petit personnage pirate attire mon regard. Sur une impulsion, je le prends et je le glisse dans ma poche. Un geste absurde, presque vital. Comme pour garder une trace, un souvenir de cet endroit, de cette vie. J'espère tellement avoir tort, j'espère tellement être en train de péter un plomb pour rien. Je vais dans le salon. Lucas prend son petit déjeuner devant une de ses vidéos.
Je lui tends ses affaires, il s'habille en mangeant pendant que je range la console et la peluche dans son sac. Une fois prêt, je mets le reste de son petit déjeuner dans un sac. Allez, va te laver les dents. Futile, totalement futile. Mais je m'accroche à ces gestes normaux comme à une bouée. Mon corps, lui, est tout sauf normal. Un étau invisible se resserre autour de ma poitrine. 45 minutes. Seulement 45 minutes depuis mon réveil. Et pourtant, j'ai l'impression d'avoir vécu une journée entière. C'est bon, maman? Dents lavées, toilette, ok? Oui. Va mettre tes chaussures et ton manteau, mon cœur. C'est bon, maman, j'ai 10 ans, je sais, je vais pas sortir en chaussettes. Tu en serais capable pourtant. Il rit. Oui, c'est vrai. Son rire me fait sourire. Un sourire fragile. Une fois tout le monde prêt, j'ouvre la porte. La lumière automatique du couloir s'active dans un bourdonnement discret. Lucas s'élance aussitôt dans l'escalier, dévalant nos 2 étages avec l'impatience de l'enfance. Moi, je reste immobile une seconde de plus, figée dans l'encadrement de la porte. Un rappel brutal me traverse. Cet endroit, cette porte, c'est comme un symbole. Celui qui sépare la vie d'avant de quelque chose d'autre. Je ne sais pas encore quoi. Ce serait sûrement plus simple de rester là, de hausser les épaules et de me dire que tout ça n'a aucun sens. Dans une semaine, je rirai peut-être de ma bêtise en racontant cette histoire autour d'un café. Mais pour l'instant, je cède. Je choisis d'écouter ce que je ressens. J'éteins la lumière, puis je ferme la porte. Le clic de la serrure résonne plus fort que prévu. Un acte qui valide comme définitif. Je descends 4 à 4 les marches pour rejoindre Lucas, qui m'attend en bas, emmitouflé dans son manteau. Ensemble, nous affrontons le froid matinal jusqu'à la voiture. La rue est normale, les ouvriers embauchent sur le chantier du nouveau lotissement, le claquement métallique des outils, les voix graves encore ensommeillées. Plus loin, la femme qui fait le ménage des différentes entreprises avant leur ouverture commence à tourner, tout à sa place. Tout est comme d'habitude. Arrivé à la voiture, Lucas grimpe à l'arrière. « Tu peux mettre le chauffage, s'il te plaît ?» Je hoche la tête, j'empile les 3 sacs sur le siège passager, ferme la portière, puis commence à faire le tour du véhicule. Et là, je m'arrête. Il manque quelque chose. Je tends l'oreille. Rien. Pas un chant d'oiseau. Tous les matins, sans exception, ils sont là. Des trilles, des pépiements. Mais ce matin, le silence. Oh, peut-être qu'il est trop tôt. Peut-être que je me fais des films. Ou peut-être que la nature, c'est quelque chose que nous ignorons encore. Je secoue la tête. Allez. Je monte dans la voiture. Ceinture, contact, chauffage. Playlist spéciale Lucas et on démarre. Ce n'est qu'au premier virage que je réalise. Je n'ai même pas prévenu Léa. Elle doit encore dormir. Tant pis, je verrai en arrivant. De toute façon, elle ne ferme jamais à clé. Cette confiance absolue des gens de la campagne, je l'ai toujours enviée. Le trajet dure une 30aine de minutes. Je choisis volontairement les petites routes, celles qu'on appelle ici les routes à 3 grammes. Quitte à écouter mon instinct ou ma psychose, autant aller jusqu'au bout. Je prends mentalement note de prendre rendez-vous chez un psychologue dès que possible, sérieusement. Nous croisons peu de voitures et pile dans le temps prévu, la maison de Léa apparaît. Elle vit dans un minuscule hameau de 3 maisons, perdu au milieu des champs avec une forêt communale juste derrière. J'ouvre le portail, comme prévu, non verrouillé, et m'engage dans l'allée. Je me gare près de l'entrée, coupe le moteur, puis retourne fermer le portail. Lucas est déjà sorti et se dirige vers la porte. « Ah, attends mon cœur, attends-moi s'il te plaît. » « Pourquoi ?» Je ne réponds pas, j'attrape les sacs, referme la portière et le rejoins en quelques pas rapides. Je lève la main pour frapper. La porte s'ouvre au même instant. Léa est là, en pyjama, parfaitement réveillée. « Anna, Lucas, mais qu'est-ce que vous faites là, à cette heure-là ?» « Désolée, je sais que c'est tôt et que c'est bizarre, mais est-ce qu'on peut entrer s'il te plaît ?» Elle nous observe une seconde, puis s'écarte. « Oui, bien sûr. » Lucas se précipite pour son câlin habituel. Moi, je franchis le seuil rapidement comme si j'avais un monstre aux trousses. Il s'installe directement sur le canapé, sort sa console de son sac et commence à jouer à son jeu vidéo.
Moi, je fais les 100 pas, dans la cuisine, sous l'œil curieux de mon ami. Bon, tu peux me dire ce qui se passe? Je jette un coup d'œil à mon fils. Mon cœur, mets ton casque s'il te plaît. Comme ça, tu peux jouer tranquillement et nous, on n'entend pas ton jeu. Dac! Et il s'exécute. Une fois sûr qu'il n'entend rien de notre conversation, je raconte tout à Léa. Le rêve, les véhicules, cette sensation au fond de moi que quelque chose d'horrible est en train de se mettre en place. Elle m'écoute attentivement, sans m'interrompre, et ça me fait énormément de bien de verbaliser tout ça, même si je me rends compte à quel point c'est complètement perché. Tu dois me prendre pour une folle. Elle m'observe un instant. Je me prépare à une bonne engueulade en règle qui va me remettre les idées en place. Oui, tout ça c'est fou. Mais je ressens comme toi. Quoi? Je la regarde avec des yeux écarquillés, tel un poisson hors de l'eau. Elle enchaîne. Écoute, notre conversation d'hier a tourné en boucle dans ma tête et a activé mon 6e sens journalistique. J'ai lancé quelques appâts hier soir et j'ai eu quelques informations. Et figure-toi que ton client n'est pas le seul à être parti. La majorité des familles aisées de la région ont quitté leur maison. Et je commence à avoir des retours d'autres régions aussi. C'est pour ça qu'il y a des enfants absents à l'école. Oui, mais où vont-ils? Et surtout, mais quelle information ils ont qu'on n'a pas? La question a 1 million, dit-elle. Elle me regarde intensément et met sa main sur mon épaule. Tu n'es pas folle. Il y a réellement un truc pas normal. Toute la tension de mon corps chute si brutalement que je dois me retenir au plan de travail pour ne pas tomber. Je ressens un mélange de soulagement de ne pas avoir de problèmes mentaux, mais aussi une profonde angoisse de tout ce que ça allait impliquer. Elle soupire et me dit « Ma belle, pour le moment tu ne peux rien faire. Je dois encore éplucher les derniers messages reçus et faire des recherches. Toi tu vas aller te reposer. Tu es aussi pâle que des fesses. » Cette remarque me fait pousser une sorte de rire étranglé. Mais je peux sûrement t'aider, non? Non, j'ai une organisation bien à moi, ne t'inquiète pas. Va te reposer 1 heure ou 2. Et tu connais ton fils, devant sa console, tout disparaît. Il ne verra même pas que t'es parti. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Je jette un regard là où est Lucas. Et en effet, il est totalement absorbé par son jeu. De toute façon, sans autre information, on ne peut rien faire. Ce serait comme faire une randonnée en pleine nuit sans lumière. Je décide donc de l'écouter. Je prends Léa dans mes bras en la remerciant, et cela me fait du bien. Puis je me dirige vers sa chambre. Je la connais bien car je l'ai aidée dans son déménagement, mais là j'observe qu'elle a amélioré la décoration. On se sent bien dans cette pièce, et j'avoue que le lit king size m'appelle. Et je m'en étais pas rendu compte, mais mon corps est au bout du rouleau. La fatigue me prend d'un coup et je m'affale comme une crêpe sur le lit. Son matelas est magique, et ses draps tout doux. Dis donc, on se refuse rien, madame. Penser à ça me fait sourire. Je reste sur la couette. La température de la chambre est idéale. Je n'ai même pas la force d'éteindre la lumière. Je me mets en position fétale et ferme les yeux. Et je me sens emportée par le sommeil. Anna, réveille-toi, réveille-toi. Cette fois, ce n'est pas un rêve. C'est la voix de mon amie et elle me touche légèrement l'épaule. Réveille-toi, j'ai reçu un vocal. J'ouvre les yeux et change de position. Je me mets assise sur le lit et Léa s'installe à côté de moi, son téléphone à la main. Il me faut quelques secondes pour me rappeler où je suis et tous les événements passés. Quelques secondes de flou avant que la réalité ne revienne à moi. Un vocal, tu disais? Oui, de mon amie conductrice de bus. Écoute. Elle déverrouille son téléphone, qui est toujours sur l'application de messagerie, et met en route le vocal. La voix qui s'en échappe est hachée, déformée par la peur, ponctuée par des bruits de moteur et des cris lointains. Meuf, c'est complètement fou ce qui se passe, lance-t-elle dans un souffle saccadé. Préviens tout le monde, tous ceux qui ont des enfants à l'école. On a eu l'ordre de notre direction de se diriger vers les écoles. Tous. On a tous les mêmes directives, avec les écoles cibles pour chacun. Tout y passe, de la maternelle au collège. Je suis devant le collège Jean Moulin. Il y a des militaires, des gendarmes, des policiers et même des pompiers mobilisés. Quand ils ont eu l'ordre d'emmener les enfants, c'était lunaire.
Plusieurs ont posé des questions, ont contesté, mais des sortes de mercenaires ont tabassé violemment les contestataires et on les a emmenés ailleurs. J'ai même entendu des coups de feu. Je pense qu'il y en a qui sont blessés, voire pire. Elle s'interrompt. On perçoit le son métallique d'un haut-parleur à l'extérieur qui hurle au désordre. Elle reprend plus bas, dans un murmure désespéré. Là, ils sont en train de faire sortir les élèves. Les collègues à la radio, ils sont affolés. C'est comme ça dans chaque école. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas où on va après. J'ai ma fille à l'école primaire. J'espère qu'Éric aura mon message et qu'il est allé la chercher. Sinon, ils vont me prendre ma fille. Mais si je sors, moi, ils vont me tuer, je te jure. J'ai vu un conducteur se faire emmener et un soldat prendre sa place. Putain, j'ai trop peur. On entend alors un bruit sec, comme une vitre que l'on frappe violemment, ou une porte qui s'ouvre de force, suivie d'une voix d'homme, froide et autoritaire, qui coupe court à ses sanglots. « Hé, tu fais quoi là ? Tu parles à qui ?» Le message se coupe net sur ce dernier échange, laissant place à un silence assourdissant dans la chambre. Bordel, j'arrive pas à y croire. Je me lève d'un bond et recommence à faire les 100 pas. La panique qui s'était un peu calmée pendant mon sommeil revient me frapper en plein thorax. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi elle est dans les écoles ? Et ton amie, tu as eu des nouvelles depuis ? Non, elle me répond plus. Et elle ne reçoit même plus mes messages, répond Léa, le regard fixe sur l'écran. Je sors mon téléphone, les doigts tremblants pour parcourir les réseaux sociaux. Je tape frénétiquement les mots-clés « école »,« bus »,« enlèvement ». Je découvre alors avec horreur d'autres témoignages similaires provenant d'autres régions. Bordel, Léa, c'est partout, c'est dans tout le pays. Oui, j'ai vu. Et regarde, les vidéos sont supprimées à peine quelques secondes après leur publication. En effet, la vidéo que je venais de lancer, montrant des parents en larmes devant une grille de collège, disparaît brusquement avec un message d'erreur. Donc, on n'a aucun moyen de savoir l'ampleur de tout ça. Toutes les infos sont bloquées et ils kidnappent nos enfants ? Je dis ça plus fort, je n'aurais voulu. Cette information me fait l'effet d'un choc électrique lorsqu'elle atteint enfin mon cerveau. Jusqu'ici, ce n'était que des pressentiments, un rêve, des doutes. Mais là, l'horreur de la réalité me percute de plein fouet. Je m'arrête net, dans mes pas, le souffle court. Mes yeux se dirigent mécaniquement vers la porte de la chambre. Derrière cette cloison, dans le salon, il y a Lucas, mon fils. Une vague de froid me parcourt l'échine. Le soulagement d'avoir écouté mon instinct et de ne pas l'avoir déposé à l'école ce matin se transforme en une pure terreur. Et s'il venait le chercher ici ? Mes mains tremblent. Je ressens trop d'émotions en même temps, sauf que mon cerveau n'a pas encore percuté que tout a basculé. La réalité a changé. Tout ce qu'on a connu est fini maintenant. Il n'y a plus que le flou. Léa est toujours dans la même position, avec son téléphone dans la main, comme si elle aussi n'arrivait pas à réaliser ce qui est en train d'arriver. Je me remets à marcher. C'est le seul moyen pour moi de ne pas exploser. Mais qu'est-ce qui se passe, bordel ? Pourquoi ils font ça ? Une révélation me revient brusquement. Ils savaient. Tous ceux qui sont partis, ils savaient. Ils ont prévenu personne. L'angoisse monte de plus en plus dans mon ventre et dans ma gorge, jusqu'à presque m'étouffer. Ils vont venir chercher Lucas. Cette déclaration m'achève. Mes jambes fléchissent, mes genoux cognent le sol et la douleur me fait légèrement sortir du brouillard. Léa, qui était perdue dans ses pensées, interrompt mon autosabotage. Respire. Regarde dans l'état où tu te mets, sérieux. Elle s'agenouille à côté de moi, prend mon visage dans ses mains et me force à la regarder dans les yeux. Dans les siens, je vois la même détresse, mais aussi une force qui lui permet de garder les pieds sur terre. Oui, le monde part en vrille, reprend-elle. Je peux à peine imaginer la douleur et la peur de tous ses parents et de ses enfants. Mais pour nous, paniquer n'arrangera rien. Si on se laisse submerger par la peur, elle gagne. Et si elle gagne, on loupe les idées et les solutions, alors reprends-toi. Ton instinct a fait que ton fils est dans mon salon plutôt que dans un de ses bus. Je veux acquiescer, mais elle tient encore fermement mon visage. Elle s'en rend compte et me relâche.
Je sens encore l'empreinte de ses doigts sur ma peau, preuve de ses émotions intenses. Va prendre l'air si tu as besoin, crie si tu le souhaites, mais ensuite on va se poser, s'informer et se préparer. Se préparer à quoi, dis-je? À survivre dans ce nouveau monde. On dirait le titre d'un mauvais film d'action. Cette phrase est une piètre tentative de détendre l'atmosphère et Léa s'en aperçoit. Tes blagues sont encore plus nazes que d'habitude. Je ris doucement et la prends dans mes bras. Je ressens tellement d'amour et de reconnaissance pour elle. Mon amie si forte. La vie m'a fait un immense cadeau en la plaçant sur mon chemin. « Anna, tu m'écrases !» dit-elle en riant. « Ah, pardon. » Je m'éloigne doucement de mon amie en la regardant. Je sais instantanément qu'elle a ressenti la même chose que moi. « Tu as raison. » En disant ces mots, je me sens envahie d'une nouvelle force. Notre quotidien a basculé et céder à la peur n'aidera en rien. Essayons d'avoir plus d'informations sur tout ce qui se passe. Elle me sourit et se lève. Je fais de même. Elle retourne au salon devant son ordinateur. J'éteins la lumière de la chambre et rejoins mon fils, qui effectivement n'avait pas bougé. Cela me fait sourire. L'observer m'envahit d'amour. Je m'assois à côté de lui et pose ma tête sur son épaule. Il me fait un bisou sur le front et continue sa partie. Mon esprit dérive vers les cris des parents impuissants devant l'enlèvement de leurs enfants, et cela me broie le cœur. Ne pas céder à la peur va être plus facile à dire qu'à faire, j'en ai bien l'impression.